bonsoir à tous. À la une de ce journal, une violente répression contre des enseignants engagés dans une marche pacifique pour rendre hommage à leurs jeunes collègues assassinés sur le campus d'un lycée et dénoncer l'indifférence du gouvernement sur les mauvaises conditions de travail des enseignants au Cameroun. En réponse à cette indignation collective, des canons à eau, du gaz lacrymogène, des arrestations musclées ont été utilisées pour contrecarrer une manifestation jugée illégale par l'administration. Vous suivrez dans ce journal le film intégral des obsèques de ces jeunes enseignants assassinés et la pluie d'hommages de ses collègues qui s'est transformée en un torrent de révolte muette des enseignants martyrisés au Cameroun. Nous en parlerons en ouverture de ce journal. Alors que la campagne électorale bat son plein, Maurice Kamto dénonce un système électoral verrouillé visant à empêcher l'alternance démocratique au Cameroun. Le président national du MRC, principal challenger du chef de l'État lors de la dernière élection présidentielle, s'insurge contre le mutisme de Yaoundé et la communauté internationale sur l'une des plus graves crises jamais vécues au monde, à savoir la crise anglophone. Déjà 2 ans et demi de guerre et aucune solution politique selon Maurice Kamto. Il s'exprime dans ce journal. Il était face aux journalistes lors d'une conférence de presse à Paris, en France. Nous en parlerons dans le chapitre politique du 20h. Merci de suivre cette édition complète de l'information sur Equinox Télévision. D'abord, regardez ces images en plein cœur de la capitale. Ce sont des enseignants à peine mobilisés pour rendre hommage à leurs collègues assassinés. Ils ont reçu du gaz lacrymogène en pleine figure. Certains ont été pulvérisés par des canons à eau. Vous le voyez en image, des enseignants victimes de cette barbarie ayant inhalé le gaz qui se sont évanouis. Une scène qui s'est tournée cet après-midi du côté de Yaoundé. Des enseignants qui ont inhalé le gaz se sont évanouis, comme vous le voyez en image, d'autres conduits dans des structures sanitaires. Plusieurs interpellations enregistrées alors qu'ils étaient mobilisés à travers une marche pacifique pour rendre hommage à leurs collègues assassinés sur le campus du lycée de Nkolbison à Yaoundé. Qu'est-ce qui explique une telle violente répression contre des enseignants mobilisés pourtant à travers une marche pacifique dans les rues de Yaoundé? Très tôt ce matin, des Camerounais ont assisté à une pluie d'hommages des enseignants en mémoire de leurs jeunes collègues assassinés il y a quelques semaines sur le campus du lycée de Nkolbison à Yaoundé. Durant ces obsèques, l'exaspération et la colère des enseignants martyrisés se sont donc dévoilées. Une procession a suivi. Ils ont arboré leur toge et brandi la craie en guise de révolte muette. Reportage avec nos reporters Élisée Bogba et Marcelin Gansop. Il est environ 15 heures au lieu du carrefour Emia à Yaoundé. Le camion anti-émeute de la gendarmerie déverse son contenu sur la foule, créant un vent de panique. C'est la débandade totale. Le gaz lacrymogène prend le relais. Le corbillard, qui s'ébranlait en direction du Minesec, avec un arrêt à l'école normale, prend du plomb dans l'aile. Chacun essaye tant bien que mal de sauver sa peau. N'essayez pas ça! N'essayez pas! De certains collègues! Enseigne la mort! Enseignons la mort! C'est l'un des moments forts d'une journée qui annonçait les couleurs aux environs de 8 heures, lorsque la morgue du CHU est prise d'assaut par des centaines d'enseignants, tous ou presque vêtus de leur toge. Ils vont juste permettre le déroulement de la mise en bière avant d'exiger que le corps de leurs collègues leur soit remis pour la suite des hommages. Leur intention est de faire une procession en direction de l'école normale, puis de marquer un arrêt au ministère des enseignements secondaires, en guise de protestation contre le sort qui est celui de l'enseignant au Cameroun. L'assassinat de Djomi Tchakounté n'étant en fait que la goutte d'eau qui fait déborder le vase. Policiers et gendarmes, mobilisés par dizaines et bientôt par centaines, ne l'entendent pas de cette oreille.
Des instructions fermes ont été données pour que la marche projetée n'ait pas lieu. La tension monte et les voix s'élèvent. Les camions anti-émeutes sont appelés en renfort. Le trajet que comptaient emprunter les enseignants est fermé à la circulation. Tout le monde reste bloqué dans l'enceinte du centre hospitalier universitaire. Personne n'entre, personne ne sort, à moins que ce ne soit le corbillard tout seul. Après plus de 3 heures de tractation et d'attente, les enseignants sont enfin autorisés à accompagner le corbillard. C'est l'instant du soulagement. Les gens se marchent presque dessus et c'est à peine si l'on aperçoit la voiture dans laquelle se trouve celui qui, sans le vouloir, est devenu le héros du jour. La police et la gendarmerie veillent au grain jusqu'au carrefour Emia où tout se gâte. Seule la famille est autorisée à poursuivre avec le corbillard selon un itinéraire bien précis. Les enseignants, déjà gonflés à bloc, opposent une fin de non-recevoir. La méthode forte entre alors en jeu avec au menu du gaz lacrymogène et de l'eau d'origine douteuse. L'acte 1 des obsèques de Djomi Tchakounte joue son dernier épisode, ici au carrefour Emia. Ses collègues n'ont pas totalement atteint leur objectif, mais ils ont fait une démonstration de force qui restera gravée dans les mémoires. Autre scène de colère et d'exaspération des populations, c'est à Douala, où il ne se passe plus une journée sans coupure d'électricité. Mercredi soir, la situation était grave. Presque toute la ville était plongée dans l'obscurité totale. Les populations ont déploré les désagréments liés aux coupures prolongées d'électricité depuis plusieurs semaines. Un réseau électrique tendu a confié Eneo des explications qui n'ont pas convaincu les populations dénonçant l'abandon de la part des pouvoirs publics. Reportage Innocent Abega et Michel Ngachou. Douala, grand pôle économique du Cameroun, devenu cité noire. L'éclairage et l'obscurité se livrent à un jeu de passe-passe. D'un côté, la ville est éclairée et de l'autre, les ténèbres. L'une des conséquences qui s'ensuit, c'est l'insécurité totale. J'ai déposé mes 2 cartons de médicaments. Un gars toujours du quartier, en passant comme ça, a ramassé tout ça et est parti avec. L'insécurité qui est ici, c'est les gars du quartier qui sortent, ils agressent les gens ici. Imaginez-vous, un boulevard pour le boulevard de la République qui n'est pas éclairé. Forcément, il y a de l'insécurité qui va s'installer. Monsieur Ekindi, sexagénaire Angodi, qui détient un petit commerce, est une des victimes des délestages. Pour lui, les conséquences sont inestimables et il ne sait plus à quel sens se vouer. Nous ne pouvons rien faire. Nous sommes là, nous acceptons avec philosophie, espérant qu'un jour ça va changer. Moi, j'ai perdu en un mois 2 congélateurs, un climatiseur. J'ai perdu un régulateur de tension qui a pris feu et qui était censé protéger mes appareils, mais qui a pris feu. Je ne vous dis pas, c'est devenu invivable. Dans les foyers, les élèves sont sevrés des études en ce 2e trimestre crucial. Certains parents ne trouvent refuge que dans les bars, dans l'espoir d'un retour de la lumière. Qu'est-ce qui explique une telle situation? Comment le réseau électrique est-il devenu tendu? Pourtant, le gouvernement avait promis la construction de nouveaux barrages hydroélectriques pour résorber le déficit de l'énergie électrique. Des économistes estiment qu'il y a des factures impayées et des tensions entre l'entreprise Eneo, le gouvernement, concernant l'appurement de certaines dettes et des factures impayées qui s'élèvent à plusieurs centaines de milliards. Du coup, l'entreprise Eneo éprouve des difficultés à pouvoir fournir du carburant pour faire tourner les centrales thermiques installées à travers le pays. On voit tout cela avec Kediara. Le 19 décembre dernier, sur le site internet d'Eneo Cameroun, son nouveau directeur général, Eric Mansui, s'est exprimé sur un ensemble de sujets liés au secteur de la distribution de l'énergie électrique au Cameroun. Dans cet entretien, publié sur le site internet de l'entreprise, le nouvel homme fort d'Eneo est amplement revenu sur les raisons des coupures répétées et plus ou moins prolongées auxquelles les consommateurs font face ces derniers mois.
Pour Eric Mansui, il s'agit de nombreuses tensions de trésorerie dues à des normes impayées qui les empêchent d'honorer leurs engagements vis-à-vis des fournisseurs, mais aussi de la rareté de poteaux de bois pour des dépannages. S'exprimant sur la question, l'économiste Emmanuel Kouni est clair, c'était prévisible. Les difficultés que Eneo rencontre aujourd'hui étaient prévisibles. Tout le monde savait qu'on devait arriver à cette situation. Monsieur Nana Konchou, qui était directeur général de Eneo, avait déclaré que l'État et ses démembrements devaient près de 100 milliards de francs à Eneo et que l'État n'était pas en train d'honorer ses engagements. Et que cette dette était trop importante. Pour permettre à l'entreprise de continuer d'alimenter les consommateurs, l'ancien directeur général d'Eneo avait invité le gouvernement à payer ses dettes. Un fait qui, selon Emmanuel Kounié, ne peut se produire tout de suite. L'État, aujourd'hui, en termes de trésorerie, a des difficultés d'honorer ses engagements vis-à-vis de ses partenaires, généralement locaux. Parce que quand vous regardez le budget de l'État, le service de la dette représente près de 40%. N'est-ce pas, du budget. Quand vous avez un budget de 4 000 milliards avec le quart du budget, n'est-ce pas, qui représente le service de la dette, parce que le service de la dette de l'État, c'est plus de 1 000 milliards. Alors l'État a des problèmes de trésorerie, l'État n'arrive pas à honorer ses engagements. C'est pour ça que même les PME ont des difficultés, n'est-ce pas, à pouvoir se faire payer. Conscient de cette incapacité de l'État camerounais à rembourser ses dettes, des tentatives de solutions avaient été esquissées. Eneo a proposé, à un moment donné, c'était la réduction de la puissance chez les consommateurs étatiques, ce qui ne pouvait pas marcher. Eneo a proposé des coupures ciblées, ce qu'on a commencé à faire, mais ça a posé beaucoup de problèmes. Alors, l'économiste propose de faire les choses autrement. La solution la plus simple, c'est que l'État puisse donner des titres à Eneo en contrepartie, n'est-ce pas, de sa dette, pour permettre à Eneo de les placer auprès des banques pour mobiliser un certain nombre de ressources pour tenter de résoudre ce problème. Si rien n'est fait, parce que je ne vois pas autre façon de faire, si ce n'est pas fait ainsi, on va se retrouver dans une situation où la dette va aller s'aggravant, puisque l'État va continuer à consommer, l'État va continuer également à ne pas payer, compte tenu de ses engagements. Pour rappel, dans un communiqué publié sur toutes ces plateformes numériques ce mercredi soir, Eneo affirme qu'un cadre de concertation entre les acteurs du secteur et les autorités travaille actuellement pour trouver des solutions. Vivement que celles-ci soient arrêtées et implémentées afin que les délestages programmés et instantanés puissent cesser. Et l'électricité est de retour dans plusieurs quartiers de la ville de Douala pendant que d'autres sont encore plongés dans le noir du fait de ces coupures intempestives d'électricité. Et à propos de l'apurement de la dette antérieure, le ministre des Finances annonce le déblocage de près de 100 milliards de francs CFA destinés à éponger la dette antérieure du gouvernement, une somme d'argent destinée aux prestataires de l'État et autres PME, l'a fait savoir le ministre des Finances, Lupeul Motazé. Alors que la campagne électorale bat son plein à travers le triangle national, le président national du MRC, partisan du boycott, s'est exprimé sur l'évolution de la situation sociopolitique du Cameroun. Maurice Kamto, principal adversaire du chef de l'État lors de la dernière élection présidentielle, dénonce le verrouillage d'un système électoral visant à empêcher une véritable alternance démocratique dans un pays confronté à l'une des plus graves crises au monde, à savoir la crise anglophone, là où près de 3 ans de guerre ont été enregistrés avec à la clé au moins 3000 morts, 800 000 déplacés. Comment résoudre une telle crise? Maurice Kamto, président du MRC, candidat à la dernière élection présidentielle, s'insurge contre le mutisme de Yaoundé et le silence de certains membres de la communauté internationale au sujet de l'urgence de résoudre la crise de façon pacifique et politique. Je vous propose d'écouter un extrait de l'intervention de Maurice Kamto lors d'une conférence de presse à Paris, en France. Je veux dire, pour répondre complètement à la question de M. Doueli, que nous allons continuer. Vous savez, quand j'ai écrit donc à M. disons au Camerounais en disant que je tends la main à M. Biya, pour qu'on fasse quoi? J'ai dit pour que l'on solde. Pour que l'on solde l'élection présidentielle, donc les désaccords ou le contentieux. Quand vous soldez, je n'ai pas fait beaucoup de comptabilité, mais il semble que quand on solde, ça veut dire que
On clôt, n'est-ce pas, on tourne la page. Donc cela veut dire que nous voulions justement que l'on tourne la page et que nous ne restons pas éternellement figés, bloqués à 2018. Nous voulons que le pays avance. Et je voudrais dire ici, ce que j'ai dit au Cameroun, je voudrais dire ici à Paris, que les choses ne vont pas changer s'il n'y a pas un petit effort de l'autre côté pour comprendre que les Camerounais veulent autre chose. Les choses ne changeront pas si, au moins, et c'est ce que j'ai demandé, au moins on ne fait pas une réforme sérieuse du code, du système électoral. Que voulez-vous? C'est-à-dire qu'on nous demande aujourd'hui de tourner la page. Donc on aura fait une élection présidentielle, on a volé les résultats, on nous aura enfermés 9 mois à plus d'1 an pour certains, et après tout cela, ça aura été simplement une petite parenthèse qu'il faut refermer et se retrouver à la situation où on était en 2017. C'est ça qu'on attend de nous. Il ne s'est rien passé. Il n'y a pas eu de fraude électorale, il n'y a pas eu de détention. Vous ne pouvez pas faire de meeting, vous ne pouvez pas faire de système, c'est juste impossible. Il faut donc que ceux qui m'écoutent et qui peuvent faire parvenir des messages disent que ça ne marchera pas. Que le minimum que l'on puisse faire pour avancer, le minimum, c'est au moins de réformer sérieusement et consensuellement le code électoral. Le système électoral. Je n'ai cessé de le dire. Mais vous ne pouvez pas faire cela sans ramener la paix dans le Nozo. Parce que nous ne serons jamais caution de la partition de fait du Cameroun. Organiser des élections au Cameroun aujourd'hui, en déployant les forces de défense dans les 2 régions, en sachant pertinemment que les populations des régions du nord-ouest et du sud-ouest ne pourront pas aller voter, c'est acter de facto la partition du Cameroun. Cette position du MRC n'a pas empêché le gouvernement de mobiliser les forces de sécurité et de défense pour l'organisation de ce double scrutin. Et les chefferies traditionnelles ne sont pas en reste. Elles sont devenues le théâtre des meetings politiques pour le parti au pouvoir, le RDPC, à tel point que le chef supérieur bangantais demande à tout le peuple bangantais d'être présent à des meetings qui vont être organisés au sein de la chefferie. Et à Marois, le Lamido de Marois a même suspendu un de ses notables parce qu'il a quitté les rangs du parti au pouvoir. Comment expliquer cette position des chefs traditionnels inféodés au RDPC? Ont-ils le droit d'empêcher leurs administrés, leur peuple, de choisir librement le parti politique? Élément de réponse avec Jean-Paul Chouniat. De l'élection présidentielle de 2018 au double scrutin du 9 février prochain, de nombreux chefs traditionnels camerounais affichent de plus en plus leur appartenance politique au parti au pouvoir, le RDPC. Cette vidéo amateur du Lamido de Marois informa le ministre délégué Yaouba Abdoulaye de sa décision d'avoir suspendu de la Cour royale le notable Aman Djam en date du 27 janvier 2020. La décision que Sa Majesté le Lamido a eu à prendre vis-à-vis de son notable, c'est une décision qui n'a pas été bonne. Ce n'est pas vraiment de la dictature, mais c'est le trafic d'influence. Son crime impardonnable, aux yeux du Lamido Bakari Bouba, c'est d'avoir quitté les rangs du RDPC pour le FSNC de Issa Chiroma Bakari. Avoir une partie prise, quel qu'en soit, tant sur le plan religieux, tant sur le plan politique et culturel. Que cet acte qu'il a commis, c'est un acte indigne de lui en tant que chef traditionnel, chef de premier degré. La nouvelle de cette suspension qualifiée d'abusive a provoqué la démission des chefs de quartier Boussaouri et Barmaré avec une transhumance de 500 militants du RDPC vers le FSNC. Pour les habitants de Marois, les actes du Lamido Bakari Bouba sont inacceptables dans une république. Si aujourd'hui son Excellence, M. Paul Biya a accepté aujourd'hui que la démocratie soit au Cameroun, c'est pour que tous les Camerounais puissent s'épanouir. Tout le monde doit être libre de choisir de militer dans le parti de son choix. Deuxième cas de figure, dans la manifestation partisane de l'autorité traditionnelle en faveur du RDPC, le chef supérieur des Bangantais, dans un communiqué adressé à sa population, Sa Majesté Ndjimoulu Sédou Pokam bat le rappel des troupes pour le parti de Paul Biya, demandant publiquement à tous de soutenir les listes RDPC aux municipales et législatives de 2020.
brandissant même la menace qu'aucune absence ne sera justifiée au meeting RDPC du 8 février à l'esplanade de la chefferie supérieure de Banganté. Aujourd'hui, par leur excès de zèle pour le RDPC, il ne fait plus l'ombre d'un doute que la majorité des chefs traditionnels ont mis en péril la neutralité, la crédibilité et la sacralité de l'autorité traditionnelle. Sur ces égarements de plus en plus récurrents, le chef supérieur Bamendjou, Sa Majesté Jean Ramos Sokoudjou, ne cesse d'interpeller ses homologues à faire la part des choses entre la politique et la sacralité de la fonction ancestrale qu'ils incarnent depuis des millénaires. Dans ce chapitre politique, le SDF est mobilisé pour rafler les sièges en compétition dans la circonscription électorale de Voury-Centre. Une stratégie de causerie avec les différentes communautés et associations a été implémentée mercredi soir. C'est le constat que font nos reporters Dallas Tiana et Flavien Valondongo. Le candidat du SDF aux législatives à Voury-Centre a adopté la causerie avec les communautés de sa circonscription pour l'opération de charme. Nous vous demandons de nous envoyer à la mairie pour pouvoir améliorer votre quotidien ici dans ce quartier. Cette activité qu'il exerce aux heures de la soirée a amené le candidat et sa suite au quartier Bessengue à Douala. Douala Premier a participé à toutes les élections depuis 1992 et donc nous pensons et nous savons qu'ils vont porter leur choix sur nous pour faire en sorte que Douala Premier redevienne véritablement cette vitrine de ce pays, la véritable capitale économique du Cameroun. Dans cette campagne de proximité, la tête de liste SDF pour les députations à Voury-Centre voudrait retourner à l'hémicycle de Ngouaïkile pour achever ce qu'il a commencé. Au niveau de l'Assemblée nationale, nous allons continuer le combat. Vous savez vous-même qu'on se bat pour l'emploi des jeunes, pour le travail décent, pour la place de la femme dans notre société, pour un nouveau code électoral, pour la fin des hostilités dans le nord-ouest et le sud-ouest et dans l'extrême nord. Parlant des municipales à Douala Premier, la tête de liste promet d'apporter des solutions aux problèmes qui minent non seulement l'arrondissement, mais singulièrement c'est du quartier Bessengue. Il y a des problèmes d'assainissement, il y a des problèmes de salubrité, il y a des problèmes d'éclairage, il y a des problèmes d'eau potable, il y a la dégradation. Nous allons progressivement résoudre les problèmes en traçant une feuille de route et que nous allons au bout de 5 ans exécuter. Dans une ambiance de satisfaction, les habitants du coin ont promis un vote à 100% au candidat du Social Democratic Front au double scrutin du 9 février prochain. Comment se déroule la campagne électorale dans la région de l'Ouest? Les têtes de liste RDPC, SDF et d'autres formations politiques se mobilisent pour convaincre les potentiels électeurs, également inviter leurs militants à battre campagne dans les différents quartiers afin qu'ils puissent rafler le maximum de sièges au soir du 9 février 2020, jour d'élections législatives et municipales au Cameroun. Évocation avec Leclerc Sakem. Et ça court les rues. La campagne électorale dans la région de l'Ouest. La timidité des premiers jours de campagne a vite fait de céder place aux hostilités pour la séduction des électeurs. Objectif pour les partis politiques, mobiliser le plus grand nombre de personnes à leur cause. Nos équipes sont déjà en train de travailler. Les présidents et tout le bureau sont déjà en train de mobiliser la population d'aller voter massivement le 9 février. Nous pensons qu'à ce jour, ça va. Le message passe bien. À l'assaut de 3 communes dans le Conquis, l'offre orange du président Taïné, selon un document nous parvenir, voit son déploiement entravé à la commune de Pété Banzoun par le maire en place. Le document indique le refus de fournir aux requérants les copies des comptes administratifs adoptés de la dite commune pour ces dernières années. En attendant réparation après la saisie du juge d'instruction, les candidats investis restent droit dans les bottes. Ce qui me pousse à aller à ces élections, c'est aujourd'hui, Gilles est la voix des sans-voix à Banjoun. Nous savons tous que l'argent à Banjoun, au Cameroun, fait tout. Quand vous avez de l'argent, vous pouvez tout faire. Et je veux dire aux jeunes, ce n'est pas l'argent qui fait tout. Même sans avoir quelque chose, vous pouvez oser. Et je veux que la jeunesse camerounaise et la population Banjoun prend l'exemple sur Gilles pour faire pareil, pour dire non à certaines choses. À Banjoun, nous n'avions pas de source de revenus. C'est par là qu'il faut commencer. Et mon premier point, c'est d'abord
défendre les intérêts des Bandjouns, par exemple les terres, donc, qui étaient accaparées par certains riches. Le parti est également en course pour les législatives via son candidat Hilaire Kamga. À Fouquet, dans le département de la Minois, comme dans la plupart des états-majors du Rassemblement démocratique du peuple camerounais, l'ambiance s'est de plus en plus chaude. J'ai rappelé aux militants de Fouquet, comme dans toutes les autres communes, le devoir de fidélité qui est le leur, à savoir que la Minois est dans la région de l'Ouest, le fief numéro 1 du Rassemblement démocratique du peuple camerounais. Donc je l'ai rappelé que le 9 février, nous sommes appelés à confirmer et même à améliorer ces scores-là, en augmentant notamment le taux de participation. En plus de rectifier le tir pour les réalisations qui n'ont pas pu être achevées pendant le mandat précédent, les promesses de faire mieux pour la nouvelle mandature se font entendre. Les conditions de vie de la population de Fouquet sont en train d'être améliorées. Et si la population, comme nous pensons, parce qu'ils apprécient notre travail, nous font confiance, nous allons davantage améliorer leurs conditions de vie. Parce que durant notre mandat, nous avons touché tous les domaines sociaux. Le chef d'État qui nous donne cette opportunité d'accélérer la décentralisation par les moyens qu'ils vont nous donner fera qu'on soit une véritable fonction publique locale et que l'on adresse mieux les problèmes. On a beaucoup fait, mais le chantier est encore vaste. Si nous avons la confiance des populations, nous allons étendre nos investissements. Je veux faire tous les efforts nécessaires pour garder, pour être comme un ciment, un lien entre tous mes colistiers et moi pour que nous restions une équipe soudée pendant tous ces 5 ans afin de pouvoir ainsi développer tout notre arrondissement, tout notre département et dans le Cameroun. La séduction des électeurs continue en attendant le jeudi et le sort qui sera réservé à chacun des prétendants à la course pour les mairies ou à la députation. Dans la région de l'Ouest, les Bamboutos aiguisent l'intérêt de l'opposition, SDF et PCRN, logent les sièges. On marque leur intérêt pour des sièges qui étaient jusqu'ici occupés par le RDPC. Quelles stratégies ont-ils mises en place les différentes têtes de liste mobilisées dans cette partie du Cameroun? On voit tout cela avec Raphaël Tcheko et Xavier Foka. C'est par un culte que les candidats du RDPC dans le département des Bamboutos ont entamé leur campagne électorale en vue des municipales et des législatives du 9 février prochain. Nous sommes venus demander ces grâces et bénédictions afin de faire de nous des élus selon le cœur de Jésus. À l'entame, une phrase de contre-campagne pour galvaniser les troupes. Un mot d'ordre, une seule consigne, boycotter le boycott. De la place des fêtes de Mbouda, où s'est effectué le lancement de cette campagne, les candidats RDPC entendent mener une campagne de proximité. Nous irons vers les électeurs et nous allons toucher électeurs, électrices par électeur, domicile par domicile. Un autre parti en compétition dans le département de Bamboutos, c'est le PCRN qui, comme son adversaire politique, se rend auprès des conducteurs de mototaxis surexcités, visiblement en quête de changement. L'occasion est plutôt belle pour leur présenter son programme politique. Nous allons de groupement en groupement, nous rencontrons les populations dans les marchés, nous discutons avec eux et nous proposons des idées novatrices qui vont sans doute permettre, si demain, moi je suis élu à l'Assemblée nationale, je lutterai corps et âme pour que ces idées soient implémentées pour le bonheur des populations des Bamboutos. Un autre parti, le Social Democratic Front, une même localité et la même stratégie appliquée auprès des populations. Nous sommes en train d'aller de famille en famille pour rencontrer ces mamans, pour qu'ensemble nous puissions vraiment évaluer l'état de leur souffrance, pour qu'ensemble nous puissions discuter de leurs doléances par rapport au développement de la commune de Mbouda. Pour réussir à convaincre l'électorat, le SDF dit s'appuyer sur la composition sociologique de sa liste, qui selon lui est une parfaite illustration du vivre ensemble. Dans ma liste, il y a les Bacham, il y a les Bamogong, il y a les Bangang, il y a également les Bafoussam, il y a les anglophones. La bataille s'annonce donc très serrée dans le département des Bamboutos à l'ouest du pays. Rendez-vous au soir du 9 février prochain pour savoir qui a été le plus convaincant. Le parti de la réconciliation nationale. Mesdames, messieurs, c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi
Juste après cette édition de 20h, retrouvez Serge Alain Autou et ses invités pour le débrief du journal sur le plateau d'Equinox Soir en direct de Yaoundé. Merci de rester sur cette même antenne.